Ma famille n'avait aucune idée que j'occupais le poste de directrice de cabinet. Pour la présidente de la région depuis 3 ans, supervisant un plan d'infrastructure de 2,3 milliards d'euros qui était sur le point d'être révélé au monde entier. Je m'appelle Léa, et voici comment ma sœur a tenté de m'effacer du jour le plus important de sa vie, pour finalement découvrir que je façonnais l'avenir de notre région pendant qu'elle me prenait pour une ratée. Grandir en tant que cadette de la famille Mercier signifiait vivre dans l'ombre permanente de ma sœur aînée, Mathilde, qui incarnait tout ce que nos parents valorisaient. Des études de médecine prestigieuses à Lyon, des mentions très bien partout, et des fiançailles avec un chirurgien cardiaque nommé Théo Vallier, dont la famille possédait un réseau de cliniques privées. Mathilde était belle, ambitieuse, et ne manquait jamais une occasion de me rappeler que je n'étais rien de tout cela. J'étais l'artiste, la créative, ce qui, dans le code secret de ma famille, signifiait que je ne ferais probablement jamais rien de ma vie. À 17 ans, quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais étudier l'urbanisme et les politiques publiques plutôt que la médecine ou le droit, ma mère a posé sa tasse de thé. M'a fixé avec incrédulité. Elle m'a dit, « Léa, sois sérieuse. Comment comptes-tu gagner ta vie avec un diplôme pour dessiner des plans de quartier ?» J'ai répondu que c'était de l'aménagement du territoire et qu'il y avait énormément d'opportunités, mais mon père m'a coupé net, « Mathilde va devenir chirurgienne. Elle va vraiment changer la vie des gens. Toi, tu veux faire quoi? Boucher les nids de poules sur la route ?» Mathilde a ricané de l'autre côté de la table, ajoutant, « Peut-être qu'elle pourra trouver un job de guichetière à la mairie. » Toute la famille a ri. Je suis quand même parti étudier à Sciences Po Lyon, me spécialisant dans l'aménagement urbain et l'administration publique. Mes parents ne sont pas venus à ma remise de diplôme car ils assistaient à la cérémonie de remise des blouses blanches de Mathilde. Ma mère m'a promis au téléphone qu'on fêterait ça une autre fois, en ajoutant, « Tu comprends que la réussite de Mathilde est plus significative, n'est-ce pas ?» J'avais parfaitement compris. La véritable fracture s'est produite quand j'avais 24 ans. Je travaillais depuis 2 ans comme analyste junior pour une association spécialisée dans le développement des infrastructures. Le salaire était dérisoire, à peine le SMIC, mais j'apprenais comment les villes fonctionnent réellement et comment les décisions politiques impactent la vie des gens. Mathilde venait de terminer son internat et s'était fiancée à Théo. Mes parents leur ont organisé une fête de fiançailles qui a coûté plus cher que mon salaire annuel. La liste des invités comprenait des élus, des membres du conseil d'administration des hôpitaux et l'élite médicale de la région. Je portais ma plus belle robe, une robe fourreau bleu marine toute simple achetée chez une enseigne abordable 3 ans auparavant. Mathilde m'a jeté un regard méprisant et a murmuré assez fort pour que les invités entendent, « Tu es vraiment venu ici habillée comme une secrétaire de bas étage. » Ses amis ont ri. Théo avait l'air mal à l'aise mais n'a rien dit. Au dîner, quand quelqu'un m'a demandé ce que je faisais dans la vie, mon père a répondu avant moi, « Léa travaille pour une petite association. Nous espérons toujours qu'elle finira par trouver quelque chose de plus consistant. » J'ai répondu calmement que le travail sur les politiques publiques était consistant et que nous travaillions sur des programmes d'équité dans les transports pour aider les familles modestes, mais ma mère m'a interrompu, « C'est gentil, ma chérie. Théo, raconte-nous ton nouveau poste au centre hospitalier. » Après cela, j'ai arrêté d'assister aux événements familiaux. Mathilde disait que je faisais ma drama queen, mais pour moi, c'était de l'instinct de survie. Le seul membre de la famille qui me comprenait était ma grand-mère, Mamie Lynn, qui avait immigré du Vietnam dans les années 70. Elle m'appelait chaque semaine pour me demander si j'aimais mon travail. Quand je lui disais que j'adorais ça, elle me répondait que c'était cela, la réussite, et qu'il ne fallait pas les laisser me faire sentir toute petite. Elle est décédée 2 ans plus tard, me laissant 50 000 euros, toutes ses économies, avec un mot, construit quelque chose qui compte.
Ce que ma famille ignorait, c'est que mon petit job associatif s'était transformé en quelque chose d'extraordinaire. À 26 ans, j'avais été recruté par l'équipe de transition de la nouvelle présidente de région, Michèle Girard. C'était une force politique rare, pragmatique et visionnaire, qui se souciait réellement des infrastructures à long terme. J'avais rédigé un livre blanc sur le développement équitable qui avait attiré l'attention de son chef de cabinet. Ils m'ont engagé pour façonner l'approche de l'administration sur les transports et le développement urbain. J'étais doué, vraiment doué. En 18 mois, j'ai été promue conseillère principale, et à 29 ans, j'étais devenue directrice des politiques d'infrastructure, supervisant une équipe de 43 personnes et un projet régional de 2,3 milliards d'euros pour reconstruire les routes, les ponts, les réseaux d'eau et les transports publics de toute la région. Je négociais avec les ministères, je témoignais devant les commissions législatives et je gérais les relations avec les syndicats et les groupes environnementaux. La présidente Girard m'appelait son « arme secrète ». Mon salaire était désormais de 130 000 euros par an. J'avais économisé de manière agressive et investi judicieusement. Possédant un magnifique appartement dans le centre de Lyon d'une valeur de 550 000 euros, entièrement payé grâce à l'héritage de ma grand-mère et mes économies. Mais je n'ai rien dit à ma famille. Pourquoi l'aurais-je fait? Pour qu'ils soient soudainement fiers? Pour que Mathilde trouve un moyen de dénigrer cela? Pour que mes parents s'attribuent le mérite de mon éducation? J'ai construit ma carrière dans le silence le plus total, et c'était la chose la plus libératrice que j'ai jamais faite. Chaque repas de famille évité et chaque appel écourté était stratégique. Mathilde pensait que je vivais dans un studio miteux alors que j'avais un appartement de 3 chambres avec vue sur les quais du Rhône et un bureau où je rédigeais les politiques qui allaient transformer la région. Mes parents me pensaient en difficulté financière alors que j'avais des centaines de milliers d'euros d'investissement. 6 mois avant le mariage de Mathilde, la présidente Girard m'a convoqué dans son bureau pour m'annoncer qu'elle lancerait officiellement le plan Grand Horizon dans 4 mois. C'était le plus gros investissement régional depuis 30 ans, et elle me voulait comme directrice générale du programme. Elle m'a dit que je serais le visage de ce projet à ses côtés lors du grand gala de printemps, un événement prestigieux avec toute la presse et les sénateurs. J'ai pensé à la réaction de ma famille et j'ai accepté avec honneur. La présidente a même ajouté qu'elle me présenterait dans son discours comme la fille qu'elle n'avait jamais eue. Si vous avez déjà été traité comme le vilain petit canard de la famille, cliquez sur j'aime et abonnez-vous maintenant, car vous ne voulez pas rater la suite. Le mariage de Mathilde était fixé au samedi 15 avril. Le gala de la région et l'annonce du plan d'infrastructure ont été programmés exactement le même jour. Dans la même ville. L'univers a un sens de l'humour particulier. J'avais reçu l'invitation de Mathilde 4 mois plus tôt, une enveloppe luxueuse avec dorure et seau de cire. J'avais confirmé ma présence seule. Puis, 3 semaines avant le mariage, j'ai reçu un SMS de Mathilde à 21h47. Léa, on doit parler du mariage. La famille de Théo est très soucieuse de son image, les photos vont paraître dans les magazines mondains. On essaie de présenter une certaine esthétique et je ne pense pas que ce soit une bonne idée que tu viennes. Ta présence compliquerait les choses, tu ne colles pas vraiment avec le reste des invités. La famille de Théo ne comprendrait pas ton style de vie. J'ai demandé ce qu'elle entendait par là, et elle a répondu, tu sais très bien, ton travail associatif, ta situation modeste. Ce n'est juste pas l'image que nous voulons donner. Papa et maman sont d'accord. Ils en avaient discuté. Et avaient décidé ensemble que je n'étais pas assez bien pour paraître sur les photos de Mathilde. J'ai simplement répondu, d'accord. Mathilde a répliqué. Je savais que tu comprendrais, merci d'être mature. Je n'ai pas répondu.
J'ai appelé le chef de cabinet de la présidente pour confirmer l'heure de mon passage sur scène, 20h15. Le mariage de Mathilde commençait à 17h, la réception à 19h. Le gala commençait à 19h avec les cocktails et le programme à 20h. Le timing était parfait. Le jour J, j'ai passé ma matinée au bureau à vérifier les derniers chiffres, 2,3 milliards d'euros, 47 000 emplois créés, des milliers de kilomètres de routes et de réseaux rénovés. C'était mon héritage. À 15h, je suis rentré me préparer. J'avais choisi une robe émeraude d'un grand créateur. Élégante et époustouflante, coûtant près de 3 000 euros. Ma styliste a fait de moi une vision d'élégance avec les boucles d'oreilles en diamant que Mamie Lynn m'avait laissé. À 18h30, alors que Mathilde prenait des photos avec ses demoiselles d'honneur, j'étais en coulisses au Palais des Congrès, en train de me faire équiper d'un micro. À 19h15, j'échangeais des poignées de main avec des sénateurs. Le sénateur Martinez m'a dit, « Léa, quel travail brillant sur ce projet, vous en êtes l'architecte, tout le monde le sait. » À 20h, j'étais à la table d'honneur avec la présidente et le préfet. À 20h15 pile, Michel Girard est montée sur scène devant 400 des personnes les plus puissantes de la région. Elle a annoncé le plan historique, puis elle a ajouté, « Mais ce programme n'est pas mon œuvre seule. Il est le fruit d'une femme brillante, infatigable, qui se moque des honneurs et ne veut que bien faire son travail. » Il y a 3 ans, j'ai rencontré Léa Mercier. Elle a tout changé. Ce soir, je suis fier de vous la présenter comme la directrice générale de ce plan. Elle n'a que 29 ans. Et elle façonne déjà l'avenir de notre territoire. J'ai 2 fils que j'aime tendrement, mais Léa est la fille que je n'ai jamais eue. Elle me rend plus fier que je ne peux l'exprimer. Je suis monté sur scène sous un tonnerre d'applaudissements et les flashs des photographes. J'ai parlé pendant 4 minutes avec assurance et passion, répondant ensuite aux questions techniques des journalistes avec une précision qui a forcé le respect. À 21h43, alors que j'étais interviewé, mon téléphone a commencé à vibrer frénétiquement dans ma pochette. À 22h15, j'ai enfin regardé, 47 appels manqués, 63 messages. Le premier de ma mère, Léa, rappelle-moi immédiatement. De Mathilde. C'est quoi ce bordel? De mon père, on doit parler tout de suite. De Théo, tu peux expliquer ce qui se passe. Et encore de Mathilde, tu nous as laissé croire que tu n'étais personne. J'ai ouvert Twitter. Le compte officiel de la région avait posté des photos de moi sur scène avec la légende, fier d'annoncer le plan Grand Horizon avec la brillante Léa Mercier. Le tweet avait déjà des dizaines de milliers de mentions j'aime et faisait la une des sites de presse. Les commentaires louaient mon leadership et ma vision révolutionnaire. À 22h47, ma mère a rappelé et j'ai décroché. Elle criait, « Léa, pourquoi es-tu partout aux infos? Pourquoi la présidente t'appelle sa fille? Mathilde a dit que tu travaillais dans une petite asso. » J'ai répondu calmement que je n'avais plus travaillé dans une association depuis 5 ans et que j'étais directrice de cabinet de la présidente. Le silence au bout du fil était pesant. Elle a bégayé que c'était impossible, que je ne leur avais jamais dit. J'ai répliqué, « Vous ne me l'avez jamais demandé. Vous avez supposé que j'étais une ratée et je vous ai laissé dans votre erreur. Vous m'avez désinvité du mariage de ma propre sœur parce que mon style de vie vous faisait honte. Pourquoi aurais-je partagé ma réussite avec des gens qui n'ont jamais cru en moi? Mon père a pris le téléphone, « C'est injuste, nous sommes ta famille. » J'ai répondu, « Non, vous êtes des gens avec qui je partage mon ADN. La famille, c'est ceux qui croient en vous, pas ceux qui vous rejettent pour une question d'esthétique de photos de mariage. » Le sénateur Martinez s'est approché pour me dire que la chaîne de télévision régionale voulait une interview en direct. J'ai dit à mes parents, « Je dois vous
Laissez, je passe au journal de 23 heures pour parler d'un programme de 2,3 milliards. Que j'ai mis 3 ans à bâtir. Ne m'appelez plus. L'interview a été parfaite. Le lendemain, l'histoire a fuité, tout le monde au mariage de Mathilde avait fini par passer la soirée sur son téléphone à lire des articles sur moi. Le prestige de Mathilde s'était effondré quand ses propres invités, dont des collègues médecins, ont commencé à demander pourquoi la célèbre Léa Mercier n'était pas présente. La mère de Théo était mortifiée d'apprendre que sa belle famille avait exclu une femme aussi influente. 6 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre manuscrite de Mathilde sur du papier luxueux. Elle s'excusait, avouant qu'elle avait toujours été jalouse de ma créativité et de ma passion, car elle n'avait fait médecine que par devoir. Elle disait avoir voulu protéger son ego en m'écartant. J'ai rangé la lettre dans un tiroir avec celle de mes parents, restée fermée. 8 mois plus tard, j'occupe mon immense bureau à l'hôtel de région. Le programme est un succès total. La présidente Girard est comme une mère pour moi. J'ai acheté une maison sur les rives du lac d'Annecy, payé comptant, et j'ai envoyé une carte postale à mes parents avec une photo du coucher de soleil, écrivant simplement « Je construis la vie que j'ai toujours voulu. J'espère que vous allez bien. » Elle, sans adresse de retour. Ils n'en ont pas besoin. Ma véritable famille, c'est mon équipe et les gens qui m'entourent chaque jour avec respect. Ma sœur pensait que ma présence gâcherait ces photos, mais mon absence a révélé la seule chose qui compte, ne jamais s'excuser pour une réussite que l'on a bâtie soi-même.